Bonjour, merci d'être avec nous. Je suis Daniel Harrison, je suis professeur au Centre national des sciences marines de l'université Southern Cross. Je vais vous parler des bénéfices et des risques de l'utilisation de l'éclaircissement des nuages marins comme une technique potentielle pour lutter contre le blanchissement de la Grande Barrière de Corail en Australie. Je participe à un programme d'adaptation et de restauration du récif. Nous pensons que c'est le plus grand effort qui a jamais été fait pour aider un écosystème à survivre, dans ce cas la Grande Barrière de Corail, qui est la structure vivante la plus grande du monde, qui fait la taille de l'Italie. Et dans ce programme, nous aidons qu'elle lutte contre les effets du changement climatique. Vous avez dû voir dans les nouvelles que dans les 5 dernières années, il y a eu 3 grands blanchissements et on a perdu près de la moitié des coraux qui étaient en eau peu profonde ces dernières années. Donc, et le programme bénéficie de la participation de scientifiques, d'ingénieurs et d'autres types d'experts en sciences culturelles et dans d'autres disciplines pour pouvoir évaluer différentes idées grâce auxquelles on pourrait avoir des outils supplémentaires pour gérer la Grande Barrière et des outils pour les autorités qui est chargée de gérer le parc naturel afin de bien le gérer pour qu'il survive dans les décennies à venir. Le défi est immense et le modèle de référence est très strict car les alternatives que nous étudions doivent pouvoir être appliquées à grande échelle dans une zone énorme qui, comme je le disais, fait la taille de l'Italie. Et pourquoi devons-nous agir? Pourquoi devons-nous évaluer ces idées? Et comme par exemple l'éclaircissement des nuages marins, ou aider génétiquement les coraux à s'adapter à des températures plus élevées, y compris des options aussi radicales que le génie génétique des coraux, ou même la fécondation in vitro pour des coraux où nous capturons les larves de coraux dans les époques de frai et nous les obligeons à se rester dans un endroit de la Grande Barrière au lieu de se perdre avec les coraux océaniques dans des endroits plus éloignés. Les raisons sont que le corail se trouve dans les écosystèmes les plus menacés, pas simplement en la Grande Barrière, mais dans le monde entier. Et si nous continuons avec nos émissions comme nos émissions actuelles, le changement climatique aura des conséquences catastrophiques et la Grande Barrière de Corail aura souffert des dommages énormes en 2050 et des dommages irréversibles. On pourrait envisager simplement de réduire les émissions, de nous réveiller et de commencer à recouper ces émissions drastiquement pour garantir un bon état des coraux, mais on ne peut pas car on a trop attendu. Et nous avons besoin de réduire les émissions de façon drastique et on aurait dû le faire il y a des dizaines d'années. Car il y a un changement climatique aux effets accumulés qui est en raison du dioxyde de carbone qui est présent dans l'atmosphère et en outre, il ne semble pas se réduire. Dans ce graphique, vous voyez en orange les épisodes de blanchiment modéré du corail et en rouge vous voyez les 3 épisodes plus extrêmes qui ont eu lieu au cours des dernières années et vous pouvez voir que ça superpose avec l'augmentation de la température. La ligne envisage l'augmentation des températures par rapport au point de référence. Si nous souhaitons limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré ou à 2 degrés, ce qui est dit dans l'accord de Paris, il faudrait agir très vite et vraiment et rigoureusement, mais apparemment ce n'est pas le cas et donc on prévoit actuellement qu'il est le plus probable de voir un réchauffement de ces températures et si nous n'aidons pas la barrière de corail les récifs ne pourront pas survivre à ces changements. Le programme de restauration et d'adaptation a recours à l'éclaircissement des nuages marins
pas à échelle planétaire, mais elle le fait en l'appliquant dans une zone plus petite afin d'éviter ce blanchissement des coraux. Et s'il s'agissait de refroidir toute la planète, il faudrait appliquer cette technologie dans des grandes régions du monde. Mais de la Grande Barrière de Corail, toutefois, nous envisageons d'appliquer cette technologie directement sur la barrière et seulement en été quand les eaux atteignent leurs températures les plus élevées. Le programme de recherche que nous avons mis sur pied étudie ces questions. Tout d'abord, l'efficacité de cette initiative, de voir jusqu'à quel point elle va fonctionner, si elle fonctionne. Quel niveau de protection elle offrira aux récifs de corail et dans quelles conditions, c'est-à-dire jusqu'à quel point cela peut lutter contre le changement climatique. On étudie également l'acceptabilité sociale car toutes les idées que nous envisageons pour protéger la Grande Barrière ne pourraient pas être appliquées s'il n'y a pas d'acceptation sociale, même s'il y a une base scientifique solide. Le programme inclut donc différents interlocuteurs dans le processus de co-conception et des propriétaires traditionnels et d'autres types de parties prenantes, les gardiens par exemple traditionnels du récif et également le grand public de l'Australie, des entreprises touristiques, des personnes qui pêchent de façon amateur, car tout ceci garde un lien important avec la Grande Barrière de Corail. Et en tant que scientifiques, nous devons travailler main dans la main avec toutes ces parties prenantes. Nous ne pouvons pas agir simplement de notre côté. Par ailleurs, notre programme de recherche implique un développement technologique considérable, car pour le moment, il n'y a pas d'outils permettant de mettre cette technologie à l'épreuve. Donc, il a fallu que l'on conçoive des technologies pour pouvoir essayer si toutes ces techniques fonctionnent et si elles peuvent être appliquées. Et donc, d'un côté, nous développons des outils technologiques, nous les mettons à l'épreuve, et puis dans ce domaine, dans la possible application de la technologie, il faut prendre en compte les risques, car bien entendu, il y a des avantages pour la Grande Barrière de Corail, mais aussi il peut y avoir des risques prévisibles et imprévisibles. Dans le cadre de ce programme de recherche, nous ne sommes pas encore à la phase de mise en œuvre, d'application. Nous sommes simplement, nous faisons des essais de cette technologie et des essais suffisants pour savoir jusqu'à quel point elle pourrait fonctionner. Cette phase d'essai, qui est dans le programme, envisage l'application de la technologie à petite échelle pendant une période assez courte pour voir comment réagissent les nuages, donc sur une période de quelques jours dans une zone plus restreinte. Parmi les avantages potentiels de ces technologies que nous envisageons, nous avons vu que parmi les différentes options que nous avons envisagées dans notre programme de restauration de la Grande Barrière, et donc parmi ces options, c'est l'éclaircissement des nuages marins dans le cadre de la modification du rayonnement solaire qui est l'une des meilleures mesures, car grâce à ceci, on protège tout le récif de corail, on préserve l'écosystème dans son ensemble, on préserve les jeunes coraux, mais aussi ceux qui ont mis des milliers d'années à se former. On ne les préserve pas simplement du stress de chaleur, mais également on protège l'anémone de mer, les mouettes, les poissons qui dépendent de ces éléments pour leur habitat. C'est donc une façon de protéger le récif dans son ensemble. Par ailleurs, nous privilégions cette option par rapport à des initiatives de restauration et de reboisement qui sont en pratique ailleurs, dans lesquelles simplement on cultive des coraux, mais on choisit alors pour les coraux les plus résistants, car on ne peut que cultiver que quelques espèces. Et donc, finalement, on crée ainsi un écosystème différent de celui qui existe actuellement. Un autre avantage qu'offre l'éclaircissement des nuages marins pour les récifs de coraux, c'est qu'il peut être appliqué à grande échelle et rapidement. Et c'est vrai que cette technologie
est envisagé, a été envisagé dans un premier moment pour refroidir toute la planète, mais il est très facile de réduire cette échelle d'application pour faire simplement une implantation dans la grande barrière. La grande barrière de corail occupe à peine 0,07% de la surface du globe, c'est-à-dire que c'est une surface très petite par rapport au refroidissement global, mais une grande superficie pour les coraux. Nous avons évalué les bénéfices potentiels de différentes situations. Donc, en bleu, on voit comment l'éclaircissement des nuages marins pourrait contribuer au récif de corail si on arrivait à réduire drastiquement les émissions pour limiter la température conformément aux accords de Paris. Donc, on voit que si on n'appliquait pas l'éclaircissement des nuages marins, le corail descendrait de la couverture actuelle du 20%, car 20% de la grande barrière avait coral vivant, donc il descendrait à 10 degrés, à 10% et serait ensuite stable. Mais si on applique l'éclaircissement des nuages marins, alors on remplit les accords de Paris, alors on pourrait maintenir ce niveau de coraux vivants qui existe actuellement. Et si nous réussissons à réduire en grande mesure les émissions pour remplir les objectifs de Paris, cette technologie pourrait fonctionner parfaitement bien et nous pourrions donc même augmenter la quantité de coraux vivants qui existent actuellement, mais cette technologie aurait beau bien marcher, si nous continuons à émettre autant qu'actuellement, si nous ne faisons rien pour réduire les émissions, c'est-à-dire que si on suit donc sur cette voie, malheureusement, eh bien les coraux continueraient à réduire dans les 50 ans à venir, au point même de pratiquement disparaître, et il resterait très peu de coraux. Une partie de la structure de la grande barrière resterait, mais les effets seraient néfastes et très certainement irréversibles. Et donc, même si l'éclaircissement des nuages marins fonctionnait aussi bien que nous le pensons, mais si le réchauffement climatique continuait à augmenter, nous pourrions conserver les coraux pendant une vingtaine d'années, mais finalement, les effets positifs de cette technologie seraient minés par le changement climatique, car les effets de cette technologie sont limités. On peut avoir recours à l'éclaircissement des nuages marins jusqu'à un certain point, et finalement, ces bénéfices disparaîtraient face aux effets du changement climatique. Donc, la conclusion fondamentale, c'est que l'éclaircissement des nuages marins ne suppose pas qu'on puisse arrêter de réduire les émissions, c'est-à-dire que pour protéger les coraux, il faut avoir recours aux deux options, réduire les émissions et appliquer cette technique, et attendre que les deux fonctionnent bien. Et au chapitre des risques, il est clair que plus grande sera l'échelle d'application de cette technologie, plus grands seront les risques. Il est plus risqué de l'appliquer dans toute la grande barrière que seulement dans une barrière. Il est plus risqué de l'appliquer sur toute la planète que dans une région donnée. Autrement dit, les risques sont proportionnels à l'échelle d'application de la technologie. Et donc, il y a des risques, évidemment, qui posent des préoccupations si l'on pense à une application de cette technologie pour l'ensemble des gens. Donc, comme je le disais avant, la superficie de la grande barrière de corail représente 0,07% de la surface du globe. Donc, l'échelle de risque est différente de celle que l'on associe à cette technologie que si on l'appliquait à grande échelle. Certaines s'appliquent à cette échelle et d'autres non. Un des risques que l'on cite souvent en premier lieu, c'est le fait que l'application de l'éclaircissement des nuages marins peut entraîner des changements dans le modèle de précipitation, des pluies, et c'est un risque très élevé. Si on appliquait cette technologie au niveau planétaire, ce serait très élevé, et on le sait car il y a eu des études et des modélisations sur ceci. On ne sait pas encore le risque qu'il y aurait si on applique simplement cette technologie dans la grande barrière. Nous sommes en train de faire des études là-dessus et nous concevons des modèles dans lesquels
on applique des technologies similaires à celles des prévisions météorologiques pour voir comment cela changerait le modèle de la précipitation si on l'appliquait dans la Grande Barrière. On sait que sur la côte nord de l'Australie, il y a un climat mouille tropical avec beaucoup de pluie, bien sûr, et donc on pourrait supposer que si on fait l'éclaircissement des nuages marins en été, on pourrait réduire légèrement la quantité des précipitations dans le nord-est de l'Australie. Cependant, il faut également tenir compte de l'holographie du terrain, car une grande partie de ces précipitations se produisent lorsque les nuages heurtent les montagnes qu'il y a dans la région. Donc, il est également possible que finalement l'éclaircissement des nuages marins sur la Grande Barrière ne provoque pas un grand changement. Ce qui préoccupe également les personnes, ce sont les possibles effets transfrontaliers. Si on applique cette technique dans une région très grande, il est clair que comme les nuages se déplacent dans l'atmosphère, eh bien, cela pourrait avoir des effets dans différentes régions de la planète. Et donc, si on appliquait cela à grande échelle dans un endroit donné, eh bien, il y aurait des effets qui pourraient se faire sentir dans un autre pays. Autrement dit, c'est un risque élevé quand c'est appliqué au niveau planétaire ou dans une région très grande. Et toutefois, on considère que ce risque est faible si ça s'applique simplement dans une région limitée comme la Grande Barrière de Corail, mais nous faisons des études sur le sujet. Un autre motif de préoccupation, c'est l'effet d'un arrêt brusque de ces technologies. L'éclaircissement des nuages marins ne résout pas le réchauffement climatique, ça met simplement une sorte de cataplasme sur les symptômes et on évite que le blanchissement des coraux en conséquence du réchauffement des eaux, mais il y a toujours la même quantité de CO2 dans l'atmosphère et donc que se passerait-il si dans 10 ou 20 ans le gouvernement décidait qu'appliquer cette technologie est trop cher ou qu'il y ait une guerre ou autre chose et qui serait la fin brutale de l'application de la technologie? Qu'y aurait-il? Il y aurait une grande augmentation des températures et cela pourrait porter préjudice aux coraux car on aurait évité le blanchissement pendant 10 ans, mais ensuite, les coraux subiraient un tel changement de température et on pourrait aussi imaginer qu'après 10 ou 20 ans d'application réussie de la technologie, un gouvernement considère que les coraux n'ont pas blanchi et que donc ça ne vaut pas la peine d'investir. Donc le stress thermique auquel les coraux seraient soumis alors serait énorme et ils n'auraient pas eu la moindre opportunité de s'adapter à la température et donc il faut le prendre en compte. Jusqu'à quel point peut-on avoir recours à l'éclaircissement des nuages marins pour éviter le blanchissement des coraux, mais aussi jusqu'à quel point nous devons permettre un certain stress technique pour que le système s'adapte au changement. Et pour ce qui est du caractère irréversible des effets, nous considérons que le risque est faible. Et si on applique l'éclaircissement des nuages marins de la Grande Barrière de Corail, la durée des effets va être brève, très brève, car les cristaux salins qui sont injectés durent quelques jours à peine. Donc, si on commençait à détecter des effets secondaires nocifs, on pourrait arrêter la technologie, mais évidemment, les effets disparaîtraient en très peu de temps. Il y a également des personnes qui se préoccupent de l'injection d'une telle quantité de sel dans l'atmosphère que se passerait-il par exemple si ce sel arrivait sur des terrains agricoles? Les cristaux salins sont si petits que nous avons calculé qu'une buse produit 3000 milliards de nanocristaux dont 1,2 millilitres d'eau, c'est-à-dire qu'on parle de cristaux infinitésimaux. La plus grande partie des nuages qui passent au-dessus de la Grande Barrière de Corail et qui finissent par arriver sur la Terre dans le nord-est de l'Australie ont déjà des cristaux de sel. Donc on parle de pluies qui de toute façon ont déjà des cristaux de sel et donc il n'y aurait pas une grande différence si on appliquait cette technologie. Et le dernier risque qui peut nous préoccuper, c'est que si on réduit la lumière et que donc le ciel s'obscurcit, eh bien donc quand on applique cette technologie, nous empêcherions certains processus écologiques comme qui concernent le phytoplancton ou même les organismes symbiotiques des coraux. Et nos modèles
indique qu'il y aurait une réduction d'à peine 3 à 6% qui correspond à la variation naturelle qui se produit d'une année sur l'autre, et donc les effets ne se feraient pas sentir. La question de savoir si il est viable de réussir cet effet de réduction de lumière jusqu'à ce niveau. Donc si c'était fait, comme je le dis, on serait dans les niveaux de variation naturelle qui se produisent dans la quantité de lumière, et donc les conséquences de la technologie ne se feraient pas véritablement sentir. Et puis il y a bien sûr le volet gouvernance. Donc si nous voulons que ce programme réussisse, il y a différentes mesures que nous devons envisager, et il est fondamental que le public en général et les parties prenantes aient confiance dans ce que nous faisons et sachent que nous ne prenons pas des risques inconsidérés. C'est pour ça qu'il nous semble que cette région est parfaite pour appliquer de manière expérimentale cette technologie, car la Grande Barrière de Corail est l'un des écosystèmes les plus réglementés au monde. Tout ce que nous faisons est soumis à l'évaluation de l'autorité du parc naturel de la Grande Barrière, et nous comptons aussi un groupe de contrôle des risques composé d'experts indépendants qui évaluent ce que nous faisons, et qui plus est, si nous faisions des expériences que l'autorité du parc naturel considère nuisibles ou néfastes, il pourrait faire appel aux autorités fédérales du gouvernement australien pour que celui-ci intervienne dans le processus. Il est également important de compter la participation de toutes les parties prenantes et de tous les interlocuteurs. Donc nous avons un volet de notre programme plus large de recherche qui est consacré à faire des études et être en contact avec les différentes parties prenantes pour savoir comment elles perçoivent nos programmes. Ce sous-programme implique que nous soyons en contact avec les propriétaires traditionnels, avec différentes parties prenantes, pour garantir que nous ne faisons rien de ce programme de recherche sans le consentement préalable libre et éclairé. Nous sommes en contact avec différents groupes de parties prenantes et de propriétaires traditionnels, et donc nous recherchons leur consentement, et ainsi que ceux des gardiens locaux et des habitants de la région avant d'entreprendre le moindre type d'expérience. Dans la première phase de ce programme, nous avons fait une enquête auprès du public et auprès de différentes parties prenantes, et nous avons constaté qu'il y avait un appui très important en principe pour prendre des mesures de protection de la Grande Barrière de Corail, car en Australie, les gens considèrent que c'est un bien national très important, et donc les gens soutiennent des mesures novatrices et efficaces pour protéger cette barrière. Nous avons vu dans la conclusion de l'enquête sur l'éclaircissement des nuages marins qu'il y avait un appui considérable, car l'objectif de l'application de cette technologie est de protéger la Grande Barrière de Corail. Et donc, une grande partie des personnes interrogées considéraient que l'application de cette technologie était acceptable, voire très acceptable. Et le niveau d'acceptation entre la population des personnes qui vivent plus près était entre moyen et élevé. Mais nous avons vu que les gens ne savaient pas très bien dans quoi consistait cette technologie, et nous avons donc vu qu'il fallait mieux expliquer ce que nous voulons faire et en quoi consiste ce processus. Quoi qu'il en soit, ces études montrent que le public en Australie considère que la Grande Barrière de Corail est très importante. Ils sont conscients que pour la protéger, il faut entreprendre des mesures rigoureuses, et donc c'est quelque chose qu'ils voient depuis des années avec le blanchissement des coraux, et donc savent qu'il faut faire quelque chose. Je vous remercie de votre attention.